Dans la catégorie Tendance et prospective, le trophée or revient à Freethinking pour l'étude de Rester chez soi à l'année d'après, une année de recherche embarquée avec les Français des classes moyennes dans la crise. Et pour en parler, Véronique Langlois, cofondatrice et directrice générale associée de Freethinking. Bonjour à toutes et à tous. Donc un grand merci tout d'abord pour ce joli trophée, ce joli prix. C'est vraiment une très belle reconnaissance de notre travail, donc à laquelle on est extrêmement sensible. Donc merci à Offre Média déjà de faire exister ce prix. Et puis merci aussi aux membres du jury d'avoir épluché tous ces dossiers et puis de nous offrir ce joli trophée. Alors on va vous dire quelques mots sur ce travail qu'on a donc réalisé en 2020, donc pendant cette crise sanitaire, qui est de l'innovation. Mais en fait, c'est de l'innovation autrement, en ce sens où il ne s'agit pas d'innovation technologique. Alors, pourquoi ne s'agit-il pas d'innovation technologique? Eh bien, tout simplement parce que pour nous, l'innovation technologique, c'était dans l'ancien monde, si je peux dire, en 2007, quand Freethinking s'est créé et quand on a décidé à ce moment-là d'importer dans l'univers du conseil et des études la culture du web participatif qui fait qu'aujourd'hui, Freethinking, après effectivement 14 années, c'est plus de 600 communautés de consommateurs, de citoyens, de collaborateurs que nous avons rassemblés sur nos plateformes online fermées au fil du temps, au gré des missions, que l'on parle de missions de détection de tendances et d'insights ou encore de co-construction, de mission de marque, de raison d'être ou également de construction de human stories. Voilà, donc un certain nombre de choses qu'on a pu faire effectivement depuis 14 ans. Et puis, juste pour finir, mais c'est important pour la suite, Freethinking, c'est aussi depuis 14 ans l'Observatoire des classes moyennes qui nous permet en fait à notre sens, mieux identifier les transformations de la société française et ses permanences qui est fondamentale évidemment dans cette période. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2020 ? On est entré en terre inconnue et on a été à ce moment-là bombardé de questions compte tenu effectivement d'une perte totale des repères dans cette période. Et donc, la façon avec laquelle on a eu de répondre, ça a été justement, vous l'avez compris, non pas d'innover d'un point de vue technologique, mais d'innover, on peut dire, d'innover de façon conceptuelle et humaine. C'est-à-dire qu'on a décidé effectivement de travailler autrement. Et donc, la façon avec laquelle on a eu de travailler autrement, ça a été finalement de changer notre regard sur nos pratiques, sur notre métier et même sur notre engagement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est positionné en fait comme des grands reporters du quotidien, en plus d'être experts de l'écoute du consommateur et de la société. Et on s'est appuyé sur trois points qui nous semblaient absolument fondamentaux dans cette période. Premièrement, utiliser le web d'intimité pour être vraiment au plus près de l'événement et des gens à l'instar en fait du journalisme embarqué, assumer complètement aussi, deuxième point, la subjectivité autorisée par la connaissance acquise sur 14 années d'écoute et de partage avec les Français des classes moyennes, ce qui nous permettait effectivement de mieux comprendre et même de mettre en perspective l'instantané et puis de capter et de comprendre finalement ce qui était essentiel dans cette période. Et puis troisième point, on a fait le choix du storytelling, du récit pour partager en fait la connaissance relationnelle, mais aussi pour donner vraiment à ressentir l'émotion. Et donc, finalement, on a souhaité partager plus, effectivement, avec nos interlocuteurs. Alors, tout ce travail pendant l'année a donné lieu à une importante production, puisqu'on a effectivement produit 34 notes d'analyse de 15 à 20 pages chacune, pendant 4 temps forts, qui ont été, pour nous, 4 temps forts, en tout cas, de la crise, en mars 2020, septembre, novembre, et puis en début d'année 2021. Tout ça, ça a représenté à peu près 23 semaines d'écoute en continu. Et puis, on a travaillé en fait avec plus de 800 Français qui ont contribué, posté plus de 11 000 contributions. Voilà, donc un important travail de production. Et donc, j'en profite à ce stade pour remercier
l'un de nos collaborateurs, Romain Napierala, qui est consultant chez Free Thinking, et donc que je remercie pour avoir participé activement à toutes ces sessions, toutes ces conférences de rédaction absolument passionnantes pendant toute la durée de cette crise. Je vais maintenant laisser la parole à Xavier Charpentier, qui est co-directeur général de Free Thinking, pour vous parler davantage des enseignements en fait de l'étude. Merci Véronique. Alors, les enseignements de l'étude, en fait, ils sont de deux ordres. Il y a des enseignements qui sont vraiment de contenu, et puis il y a un enseignement sur, on va dire, ce qu'on a compris de l'innovation et de ce qu'on pouvait faire en période de crise. Alors, les enseignements de contenu, ils sont de deux ordres. En fait, en réalité, ils sont de l'ordre du temps long et du temps court. Ce qu'on a appris en travaillant de cette façon, que Véronique a expliqué, c'est que l'événement ne fait pas tout. Donc l'événement, c'est le temps court, c'est important. Au fil de la conversation, on voit que l'événement ne fait pas tout puisque le temps long est toujours là. Il y a l'accentuation de tendances de long terme. Et puis, il y a le temps court. L'événement, il faut aussi quand même en prendre la mesure et comprendre ce qu'il change de façon presque instantanée. Et là, on a vu l'apparition de tendances beaucoup plus rapides, de tendances de temps court, on va dire, qui ont vraiment émergé de façon très très forte et qui sont venues révéler des fissures qui tendent à devenir des fractures dans la société française. Alors d'abord, les tendances de temps long. Rapidement, les tendances de temps long qui se sont accentuées pendant toute cette crise, et donc les tendances sur lesquelles le temps court a relativement peu joué, elles sont quatre à notre sens. D'abord, les tensions qui habitent la société française. Clairement, avant 2020, il y a eu 2019. 2019, c'était l'année des Gilets jaunes. On est face à une société qui est très tendue, avec déjà des fissures qui étaient là, qui se sont accentuées pendant la crise. Deuxième tendance très forte et de temps long, qui n'a été qu'accentuée, amplifiée par la crise, mais pas créée par elle, la déflation. On sait que les Français ont des problèmes de pouvoir d'achat depuis au moins la crise de 2008, voire depuis bien avant. Cette tendance, on va dire, à une culture de la déflation, faire toujours moins parce qu'on a toujours moins, elle est toujours très installée. Il y a eu une petite respiration pendant la crise du Covid parce qu'il y avait des dépenses contraintes réduites, mais en fait, en réalité, on l'a vu réapparaître dès que le premier confinement et le deuxième se sont arrêtés. Troisième tendance alternative, quand on a moins, on essaie de faire plus quand même, en essayant de sortir du système de la consommation. Là aussi, une tendance de temps long qui n'a été que confirmée et amplifiée. La crise n'a pas réellement changé les choses, elle n'a fait qu'accélérer un processus déjà présent. Et puis la dernière tendance, c'est la tendance à la responsabilité. Les Français des classes moyennes recherchent des marques et des entreprises toujours plus responsables et eux-mêmes essaient d'avoir un comportement toujours plus responsable. Ça non plus, ça n'a pas changé, ça a été accentué par la crise. À côté de ces tendances de temps long, il y a des tendances, on va dire, de temps court qu'on a vu émerger et qu'on a vu émerger précisément en travaillant au jour le jour avec ces Français des classes moyennes que Véronique a présenté. Ces tendances de temps court, elles sont pour nous de trois ordres. Première tendance très fortement émergente, c'est ce qu'on a appelé la distorsion des temps. Au fur et à mesure de la crise, on a vu que finalement, certains Français habitaient la crise et habitaient le temps de la crise de façon de plus en plus confortable. Ce sont notamment ceux qui vivent dans les zones rurales, en campagne, comme ils disent, dans la France périphérique, qui ont une maison avec un jardin. Et puis, de l'autre côté, on a eu des gens qui ont vécu la crise de façon de plus en plus dure, avec un temps de plus en plus angoissant, de plus en plus stressant, parce qu'eux vivent en centre-ville. On pense notamment aux jeunes étudiants et aussi à certains seniors isolés. Deuxième tendance de temps court, la distorsion des peurs. On a vu là aussi au fur et à mesure de la crise, vraiment des gens vivre le stress de façon très différente. Avec des gens qui ont vécu un stress extrême, notamment économiquement. On pense aux salariés des PME, on pense aux intérimaires, on pense aux indépendants et commerçants. Face à des gens qui finalement ont vécu un stress relativement modéré chez les jeunes seniors ou chez les salariés de grandes entreprises, voire un stress quasi inexistant, notamment chez les salariés de la fonction publique. Et puis, une troisième tendance, on va dire, de temps court, qui a émergé fortement, c'est la distorsion des aspirations. On se rend compte en réalité que à la fin de cette crise, il y a ceux qui continuent à avoir des aspirations fortes, qui font des projets pour l'avenir, et donc finalement pour qui la crise n'a pas changé tant de choses que ça, et puis ceux qui ont des aspirations vraiment, on va dire, qui s'étiolent, qui se retrouvent sans projet, parce que simplement ils sont complètement dépendants, par exemple, des décisions gouvernementales, et qui ont le sentiment de ne plus avoir de prise sur leur vie. Deuxième grand enseignement qu'on a retenu de cette étude, de ce process d'étude, c'est un enseignement sur le caractère innovant que peut représenter ce type d'étude. En fait, dans la restitution, on a travaillé non pas simplement sur du résultat rationnel, mais aussi sur, on va dire, un partage
empathique avec les experts destinataires de nos notes, en essayant de créer de l'émotion, parce que le récit, le feuilleton, l'émotion, c'est aussi une façon très forte de faire passer la réalité de ce que les consommateurs et les citoyens ont ressenti pendant cette crise. Je vous remercie.